Vegapunk et Sanji ont fait quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé. Même le dernier chapitre de l'arc d'Egghead a révélé plein de secrets, et tout ça commence avec Shanks. Plongeons dans le chapitre, et à la fin de cette vidéo, on explorera Elbaf, et on discutera de pourquoi Usopp pourrait bien devenir le personnage le plus aimé de tout One Piece. Oda utilise Shanks comme une référence pour le Haki des rois, le comparant à Joy Boy qui est peut-être le plus fort de tous les temps. Ça en dit long sur la force de Shanks, je pense que c'est un vrai compliment parce que tout le monde pensait que Joy Boy serait le perso le plus puissant avec le Haki le plus fort. Mais notre prochain héros sera Sanji. En gros, Vegapunk savait la vérité sur York depuis le début et il était prêt à mourir. C'est comme ça qu'il a réussi à enregistrer la diffusion, même Vegapunk ne peut pas tromper Vegapunk. Mais après avoir vu les réactions des fans à ce chapitre, c'est clair que Sanji a volé la vedette. Et je comprends pourquoi Sanji est un personnage qui n'est jamais laissé de côté dans un arc. Il est toujours en train d'évoluer, de relever des défis et toujours mis en avant. Même dans cet arc, quand on pensait qu'il ne pouvait pas sauver Vegapunk et qu'il a reçu plein de critiques, on a découvert que c'était Vegapunk qui avait demandé à Sanji de le laisser mourir. Le fait que Sanji ait gardé la face devant Bonney après avoir su la vérité, c'est vraiment touchant. Ça me rappelle quand il souriait pour rassurer son équipage sur Whole Cake Island. Ça me fait penser à la fin de Whole Cake Island quand Karo parlait à Sanji de Pedro, sauf que cette fois c'est juste lui avec ses pensées. Oda fait un super boulot pour montrer les émotions de Sanji. Ce n'est pas une question de savoir qui est le plus fort ou le meilleur entre Sanji et Zoro. Ce sont tous les deux parmi les meilleurs personnages de l'histoire de l'anime. Donc profitez-en sans les comparer bien sûr. Ce chapitre a aussi révélé pourquoi Shaka a dit à Dragon qu'il allait mourir. On peut s'attendre à ce que Dragon agisse enfin juste après ça. Il attend probablement que les chevaliers divins fassent le mouvement avant que l'armée révolutionnaire n'attaque. On sait aussi que les révolutionnaires ont causé le problème d'approvisionnement alimentaire à Marijoa. Donc je pense que les dragons célestes protégés par les chevaliers sacrés vont mener un autre jour de chasse pour voler des ressources à un pays et régler temporairement leur pénurie de nourriture. Ça donnera à l'armée révolutionnaire l'occasion d'attaquer les chevaliers sacrés. C'est peut-être leur plan depuis le tout début. Dans ce chapitre, on a aussi vu Luffy remercier le géant de fer. On peut clairement voir un grand X sur son dos, ce qui me rappelle quand Vivi et les chapeaux de paille se sont dit au revoir à Alabasta. Luffy est revenu à sa forme ridée, le fait qu'il soit toujours allongé sur les genoux de Nami quand il est dans son état le plus vulnérable est quelque chose à noter. D'un autre côté, Nami est toujours super contente quand Luffy revient sain et sauf. Même dans cette scène, elle est très inquiète des effets secondaires du Gear 5. Oda a révélé une technologie de nuages flottants qui permet de créer des nuages d'îles artificielles faits par Vegapunk. Ce n'est pas juste un détail au hasard. Pourquoi Oda nous montrerait ça après la mort de Vegapunk s'il n'allait pas l'utiliser bientôt? Je suis convaincu que le plan de Joy Boy pendant le siècle oublié était de sauver les gens en créant des îles célestes avec ses nuages. Un peu comme il a créé des murs pour protéger Wano. Une machine qui crée des îles dans les nuages, ça pourrait être super intéressant pour Nami. Curieusement, aucun des Vegapunk n'a vu les attaques climatiques de Nami pour en parler. Peut-être que Lilith révélera quelque chose d'utile après les avoir vus. Un autre truc lié à Nami, c'est Witeria, le retour de cette île imminent. Le nœud Haki est une autre preuve qu'Oda se souvient de Witeria et qu'il la ramènera bientôt. Burka, la maison des nerfs, pourrait-elle détenir la clé de l'ancienne technologie de la création des nuages? J'espère qu'on trouvera bientôt la réponse. Le chapitre se termine avec les géants et Usopp heureux d'aller à Elbaf. Pour résumer Egghead, cet arc a eu l'un des meilleurs débuts et probablement la meilleure partie centrale jamais vue. Mais la fin n'a pas été aussi forte que ce qu'on espérait. Je suis toujours un peu déçu que personne n'ait eu de vrais combats tout au long de Egghead. On ne sait toujours pas comment Robin a eu ses cicatrices, où et pourquoi elle dormait pendant que tous les autres chapeaux de paille étaient en danger. Il y a aussi d'autres questions comme comment Kuma a survécu à tout ça et encore en vie. Et qui a nourri Luffy et d'autres questions encore. Mais pour moi, la plus grosse déception reste Kizaru. Et ce n'est pas parce qu'il n'a pas eu de changement de cœur pour aider les chapeaux de paille tout d'un coup. Mais parce que malgré tout ce qu'il a vécu, il n'a toujours pas su décider de quel côté il était. Il reste juste un rouage dans les machines pour une vraie personne. Pour moi, ça aurait été mieux s'il avait choisi d'être un méchant plutôt que de traîner sur un navire pendant 20 chapitres. Mais malgré toute la déception, j'ai encore un peu d'espoir pour qu'il
pourrait vraiment tuer Saturne. Parce que Saturne va mourir. Il doit bien y avoir une raison pour laquelle Oda a fait retourner tous les autres Gorosei à Marijois et a laissé Saturne à Egghead. Le panneau avec Katarine soulève aussi pas mal de questions sur la façon dont elle va utiliser ce pouvoir. Selon l'éditeur, il va y avoir un gros accident à Egghead. Quelque chose de spécial est sur le point de se passer, un gros retournement de situation. Vu que le Haki de Joy Boy a annulé les pouvoirs des Gorosei, on peut imaginer que la connexion entre Saturne et les autres Gorosei est aussi rompue. Ça veut dire que les Gorosei n'ont plus de lien avec Saturne et ne peuvent pas voir ce qui se passe. Tous les vice-amiraux et les 30 000 soldats sont à terre, assommés, ils ne peuvent pas voir ce qui pourrait arriver maintenant. Ce qui donne à Kizaru carte blanche pour tuer Saturne sans que les marines ne le sachent. Comme les chapeaux de paille quittent l'île, mais ils étaient là-bas, Kizaru peut facilement leur mettre la faute dessus pour ne pas être étiqueté comme un traître. Et Luffy sera encore plus chassé pour avoir tué un Gorosei. Toutes les conditions sont réunies pour que Kizaru tue Saturne sans subir de conséquences. On a vu à quel point il était en colère sur Sabuki quand il n'a pas pu accomplir sa mission de capturer 500 pirates. Maintenant, il doit être encore plus en colère, triste et aussi souffrir d'un sérieux déséquilibre. Sentamaru a failli mourir. Il a dû tuer Vegapunk et se battre contre Bonnet et Kuma. Ces quatre-là semblaient être ses seuls amis. On a vu combien il s'est amusé pendant 6 mois où il était à Egghead. Je ne pense pas qu'il ait peur des conséquences probables qu'il ne pense même pas à ça. Il veut juste se défouler sur quelqu'un et personne n'a fait plus de mal à Kizaru et ses amis que Saturne. Je pense que Kizaru va quitter le gouvernement mondial et qu'il les déteste probablement maintenant. Au début de l'arc, Saturne a aussi dit combien il est important de ne pas endommager la flamme mère. Bien que Vegapunk a dit que l'île ne devait pas être détruite, j'imagine que Kizaru pourrait la détruire parce qu'il sait que le gouvernement mondial ne l'utilisera que pour des mauvaises raisons. Le gouvernement mondial ne doit absolument pas obtenir la flamme mère maintenant, sinon Imu va tout détruire. C'est une sorte de réplique d'Uranus. Et on doit aussi voir le vrai Uranus. On a déjà vu de quoi il est capable et c'est assez pour le moment. Évidemment, cette théorie a très peu de chances de se réaliser, mais je pense que ce serait là la meilleure fin pour un personnage aussi intéressant que Kizaru. Parlons d'Elbaf maintenant, c'est clairement l'arc d'Usopp. Usopp est un personnage connu pour sa lâcheté, sa faiblesse et sa fragilité. Des traits qui ne correspondent pas vraiment à un combattant de haut niveau. Mais c'est justement ses peurs et ses angoisses qui le maintiennent en vie et qu'il réveillera enfin quelque chose en lui. Ce qui mène à des moments de bravoure et d'honneur. C'est pourquoi Usopp veut devenir un brave guerrier comme les géants. Pour lui, il s'agit de pleinement manifester ce qui est déjà en lui. La capacité de surmonter ses peurs, son anxiété et sa lâcheté. Non pas en les effaçant, mais en les utilisant d'une manière qui lui est bénéfique. J'en suis venu à la conclusion qu'Usopp est en fait tout aussi important que Luffy. Il a été formé par quelqu'un nommé d'après un demi-dieu mythologique réel, Hercule, qui était aussi considéré comme un dieu bien avant que Luffy ne devienne Nika, le dieu du soleil. En creusant dans la mythologie d'Hercule, j'ai découvert qu'il utilisait une fronde pendant ses 12 travaux, en particulier lors du 6e où il s'en est servi pour vaincre des oiseaux démoniaques. Ce n'est pas une coïncidence si Oda a fait entraîner Usopp avec un personnage nommé Héraclée, et que l'armée de choix de Usopp est aussi une fronde. Mais il y a plus. Ma recherche a révélé qu'Héraclée est aussi un médecin grec qui a créé les premières descriptions d'un nœud chirurgical. Et récemment, on a vu Luffy utiliser un nœud Haki de Joy Boy pour sauver les autres. Est-ce que ça pourrait être un signe qu'Usopp et Luffy sont peut-être tous les deux connectés à Joy Boy d'une manière ou d'une autre? En mythologie, Prométhée avait un frère nommé Epius, dont le nom ressemble à Usopp. Il était connu pour sa perspicacité et peut-être un idiot, des traits qui collent bien à Usopp. Beaucoup de gens ne réalisent pas à quel point Usopp et Luffy sont connectés et comment ils se reflètent l'un et l'autre. La connexion la plus importante, c'est qu'Usopp s'est entraîné avec quelqu'un nommé Hercule, tout en portant un costume de scarabée. Les scarabées, c'est quelque chose que Luffy adore au point que Chopper a demandé s'il choisirait son rêve plutôt qu'un scarabée. Dans l'Égypte ancienne, Khepri, un dieu à tête de scarabée, représentait le soleil du matin. D'abord, on avait Nika et Joy Boy, puis Noland et Kalgar, suivi de Shanks et Yasopp. Et maintenant, Luffy et Usopp. Le cycle continue et parfois les rôles s'inversent. À Elbaf, je pense qu'on verrait plus ces parallèles entre Usopp et Luffy, qui partagent tous les deux des caractéristiques à Joy Boy. Mais plus important encore, Usopp aura enfin un arc pleinement développé où il surmontera ses peurs et il les utilisera pour devenir un brave guerrier du monde.
monde. Usopp pourrait même vaincre Loki, ce qui ferait un écho à l'histoire de David et Goliath. Usopp, dont les mensonges deviennent souvent des vérités, pourrait affronter Loki, le dieu de la malice, avec sa fronde, tout comme David l'a fait. Quand j'ai dit qu'Usopp pourrait devenir le personnage le plus aimé, je ne parlais pas de sa force ou de ses accomplissements. Je pense qu'en surmontant ses peurs, il deviendra bien plus fort. Il a déjà le haki de l'observation et il pourrait éveiller l'armement et conquérir son haki aussi. Il y a eu beaucoup d'indices que Usopp a le potentiel pour le haki des rois. En débloquant ce potentiel, Usopp nous montrera qu'il y a toujours eu plus en lui qu'on ne le pensait et que la peur était la seule chose qui le retenait. Ce pourrait être une histoire incroyable inspirant beaucoup de gens parce que dans notre vie quotidienne, tout le monde a peur de quelque chose. Usopp démontrera qu'en surmontant la peur, on peut libérer notre véritable potentiel. En dehors d'Usopp, je suis sûr qu'Elbaf sera l'un des meilleurs arcs de One Piece. Il a été déjà mentionné il y a 23 ans pour la première fois et je suis convaincu qu'Oda a des plans incroyables pour ça. J'espère que cette théorie vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner en activant la cloche des notifications et si vous avez d'autres théories, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires.